Bonjour à tous, merci à tous d'être venus pour rencontrer donc Colette Nismazur. Colette Nismazur est une poète de Belgique, une poète qui appartient au groupe Unimuse, qui est un groupe de poètes ancré en terre belge et tourné vers la langue française et vers la France, bien évidemment. C'est une poète donc francophone qui fait partie de tout cet univers francophone qu'on retrouve en Europe, qu'on va retrouver en Amérique, qu'on va retrouver en Afrique, et qui fait vibrer la langue française. Et donc ce n'est pas seulement les auteurs de France qui s'occupent de la langue française, mais c'est une langue qui est parlée dans le monde entier. Elle est récipiendaire du prix Max Paul Fouché, entre autres, avec de nombreux prix, avec une œuvre composée de poèmes, de recueils de poèmes, de romans, de recueils de nouvelles, d'essais, de théâtre, une œuvre extrêmement complète de plus de 70 ouvrages. Et elle vient vous parler ici de la poésie, et en particulier de votre objet d'étude pour le baccalauréat, écriture poétique et quête de sens. Et je vous prie de bien vouloir l'écouter, en sachant que ce sera dans vos descriptifs pour le bac à tous. Merci. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Autrement, je vais utiliser ceci. Je vous remercie des paroles d'accueil, je vous remercie de votre attention, parce que c'est toujours une aventure, le contact entre un groupe et une personne qui va parler seule un moment. Après, je vous laisserai la parole. Et surtout de parler de ce qui est sa passion. C'est facile de parler de ce qui ne nous touche pas. Mais quand c'est quelque chose d'essentiel, il est difficile de parler de l'amour, il est difficile de parler de la mort, il est difficile de parler de la poésie aussi. Parce que la poésie a une réputation bizarre. Il y a des pays où la poésie est vitale, mais malheureusement, dans pas mal de pays, c'est devenu une sorte de luxe. Un lieu un peu de mièvrerie, c'est les fleurs, les petits oiseaux. Alors que je suis intimement convaincue que la poésie, c'est souvent une planche de salut. Quand vous pensez dans les camps de concentration, le nombre de personnes qui ont survécu grâce à la poésie. Je vous donne l'exemple de Saint-Prun. Saint-Prun, c'est cet immense écrivain d'origine espagnole qui était arrivé à Paris vers l'âge de 16 ans environ, parce que c'était la guerre civile en Espagne, et il avait été accueilli avec sa famille par les membres de la revue Esprit. Et la première fois qu'il est sorti pour acheter une baguette, la boulangère s'est moquée de lui, de son accent. Et il s'est juré qu'il parlerait impeccablement le français dans les 3 mois. Oui, donc il s'était juré d'apprendre le français, puis c'était un élève brillant. Il est arrivé en Sorbonne et puis il s'est lancé dans la résistance. Enfin, lancé, c'est pas le mot, mais il est entré dans la résistance. Il a été arrêté et déporté à Buchenwald. Et à Buchenwald, il allait rendre visite à son professeur de philosophie qui était dans le pavillon des agonisants. Et la dernière fois, le dernier dimanche, qui était le seul jour où il ne travaillait pas violemment, il a vu son professeur dans un état épouvantable. Il était tout à fait grabataire, c'était un squelette ambulant, enfin même pas ambulant puisqu'il était couché. Et il se vidait par le haut, par le bas. Et au fond, Saint-Prun se demandait comment rejoindre son professeur de philosophie dans ces derniers instants. Et qu'est-ce qu'il a fait, ne sachant pas s'il était de confession chrétienne ou bien musulman ou juif, enfin il ne savait pas. Et il lui a récité le grand poème de Charles Baudelaire, Le Voyage. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre, ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons. Et il a vu dans les yeux de cet homme qui était vraiment à l'article de la mort, toute la fierté d'être reconnu comme une personne, même si son corps était à l'état de... Oui, vraiment sur le point de mourir. C'est un exemple parmi d'autres. Ailleurs, Saint-Prun raconte que c'était assez terrible dans ces camps, c'est que tout le monde devait, à la même heure, être aux chiottes. Et ils étaient tous assis sur une planche, les uns à côté des autres, dans une odeur pestilentielle. Et que faisait Saint-Prun pour supporter ça? Il se récitait le cimetière marin de Paul Valéry. Donc, vous voyez qu'à l'article de la mort, dans les circonstances les plus vulgaires, la poésie peut aider un homme à se tenir debout. Je vous donne cet exemple-là, mais je pourrais vous en donner 10 000. Donc on est très loin de la poésie de salon, des acrobaties verbales, d'une poésie luxe. Je crois vraiment
que la poésie, c'est aussi essentiel que la langue maternelle. Et je vais tenter de vous en donner, pas une preuve, parce que la poésie n'a pas de preuve, elle n'a que des témoins. Pour moi, la poésie, c'est d'abord un travail sur la langue maternelle. Quand j'étais enfant, quand j'avais peut-être 5-6 ans, j'entendais au-dessus de ma tête des mots que les grandes personnes échangeaient entre elles. Des mots comme mélancolie, par exemple, telle personne est frappée de mélancolie. Ou bien alors mon père, qui était vétérinaire de campagne, disait oui, je file pour une césarienne. Et ces mots, mélancolie, césarienne, des mots que je ne comprenais pas, des mots qu'on ne m'expliquait pas, mais c'était des mots qui m'enchantaient. Et le soir, en m'endormant, je me répétais en coupant bien les syllabes, mélancolie, césarienne. Autrement dit, la langue, avant même d'avoir un sens, elle était une musique pour l'oreille. Il y avait une sorte de fascination pour les mots que j'entendais utiliser, que je n'employais pas encore moi-même. Et ça, je crois que c'est très important. Le matériau de la langue, c'est comme pour un musicien, cette extrême sensibilité de l'oreille, pour un peintre, cette extrême sensibilité de la vue, pour un sculpteur, ce sens du toucher. Donc, la langue, c'est d'abord le matériau de la poésie. Et le travail sur la langue, c'est le premier devoir, si vous voulez, la première exigence du poète. Et ça ne suffit pas. Il est nécessaire qu'il y ait une vision profondément originale, une vision qui ne ressemble pas aux autres. Ça ne veut pas dire que dans un premier temps, on n'imite pas. On commence très souvent par écrire à la manière de... Moi, je me rends bien compte qu'au début, j'ai écrit à la manière, mettons, de Marie-Noël ou bien de Paul Claudel. On met longtemps à devenir soi-même, en tout. C'est pareil pour vous, que ce soit dans votre façon de marcher, de vous habiller, de parler. Pendant tout un temps, on mime ce qu'on a dans son entourage et on met beaucoup de temps à devenir soi-même. C'est la même chose pour la poésie. Et ça suppose que l'on soit très attentif à ce qui est au plus profond de nous. Parce que la poésie rejoint ce qu'il y a d'existentiel en chacun. Chacun d'entre nous, nous avons eu cette chance d'être au monde, parce que je crois que naître est une chance. Je ne crois pas, avec Sioran, au malheur d'être né. Je crois que naître est un bien. Mais donc, naître, grandir, apprendre à marcher, à parler, à rencontrer, apprendre à s'aimer soi-même, à aimer les autres, pouvoir créer de la vie, être fécond, tant sur le plan du corps que sur le plan de l'écriture, sur le plan professionnel. Toute notre vie, nous créons des choses, nous en construisons. Donc c'est très important d'avoir une vision qui soit notre vision à nous et pas celle des autres, même si un certain temps on copie, on imite consciemment ou inconsciemment. Donc il y a cette importance de la vision et la conscience du mystère de l'être et de la vie. Je crois qu'on ne peut pas devenir poète si on n'a pas pris conscience que toute notre existence est mystérieuse. Nous mourrons sans savoir qui nous sommes, paradoxalement, et sans connaître vraiment qui est l'autre. Et nous acceptons d'avancer dans une certaine obscurité vers l'accomplissement de notre être. Et un poète a besoin de traverser toute cette existence de cette façon à la fois curieuse, respectueuse et toujours à l'écoute de celle des autres. On n'est pas tout seul. J'avais lu, c'est pas une définition, mais un médecin français qui s'appelle Michel Hanoun avait attiré l'attention sur l'essence du mot « seul ». Dans le mot « seul », vous avez 4 lettres. Vous avez d'abord le S de solitaire, quelqu'un qui aime la solitude, quelqu'un qui est bien avec lui-même et qui se trouve heureux d'avoir des moments de solitude, qui n'a pas toujours besoin d'être pendu au téléphone, aux autres, qui a une existence personnelle. Mais il y a le E qui suit, le E de l'essolement, le sentiment de ne pas être aimé, de ne pas être accepté tel qu'on est, souffrir de la solitude, un isolement douloureux. Donc l'essolement, S-E-U, U comme unique, c'est-à-dire seul de son espèce, différent, original. C'est à la fois magnifique, mais parfois difficile à supporter, quand on sent un certain éloignement des autres. S-E-U-L, L comme libre,
seul à choisir, seul à porter le poids de ses actes, à assumer ses responsabilités. Donc je crois que le poète, c'est quelqu'un qui est seul dans les 4 acceptions. Je vous dis bien, c'est artificiel, hein. En anglais, vous avez 4 mots différents pour qualifier ces façons d'être seul. Je crois qu'un poète, c'est un être profondément seul, dans tous les sens de ce mot, avec des périodes de clarté et des périodes de difficulté. Je vous disais, il me semble que pour qu'il y ait poésie, il y a le besoin d'un travail sur la langue, le besoin d'une vision profondément originale, cette reconnaissance de la condition humaine, avec ses beaux et ses mauvais côtés, avec cette solitude incontournable. Et puis, il y a tout ce travail sur les images. Un poète, c'est quelqu'un qui, sans arrêt, est dans le monde de l'image, de la métaphore, de l'allégorie, qui pratique au fond les correspondances baudelairiennes. Vous vous souvenez des correspondances, ce magnifique sonnet de Charles Baudelaire, où il dit que les parfums, les couleurs et les sons se répandent. Et qui nous donne des exemples quand il dit « Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies. » Vous voyez qu'il mélange les sensations issues des différents sens. Eh bien, les images poétiques sont des images qui sans cesse jouent sur les différents sens. Je vais vous donner un exemple. Je pense à un tout court poème d'un poète belge que vous ne connaissez sans doute pas, Robert Vivier, qui dit « Ils ont entendu, oui, mais ils n'ont pas ouvert. C'était peut-être un jour où on a besoin d'être seul. Être seul est très pur, mais il faisait froid sur la terre. Beaucoup d'oiseaux sont morts. » Vous voyez la métaphore? Il faisait froid sur la terre. Donc, pas seulement la température, mais l'espèce d'anonymat, d'indifférence, de froideur à l'égard des autres. Il faisait froid sur la terre. Et puis tout de suite, beaucoup d'oiseaux sont morts. Et vous entendez les oiseaux, pas seulement les volatiles, mais aussi tous les êtres humains qui ont souffert de cette froideur, de cette indifférence. Donc, c'est l'exemple d'une image, et d'une image forte, et qui est d'autant plus forte qu'elle est juxtaposée. La juxtaposition, c'est un procédé poétique extrêmement fécond. Je vais vous en donner un exemple. Le poète suisse, Joseph Trollier, dans un très beau livre qui s'appelle Laconique, c'est le seul recueil qu'il ait écrit, dit « Je me retourne, le lilas est en fleurs. » Je me retourne, c'est un acte volontaire. Je choisis de me retourner. Je me retourne, c'est je qui me retourne. Le lilas est en fleurs. Là, c'est bizarre, parce qu'on se demande si c'est parce que je me retourne qu'avec un coup de baguette magique, je fais fleurir le lilas, ou bien est-ce que je me suis retournée parce que le parfum du lilas m'a assailli. Vous voyez, le fait de mettre l'un près de l'autre, 2 phrases tout à fait différentes, sans lien de coordination, de subordination. La juxtaposition, c'est comme 2 pierres, 2 silex que vous frottez l'un contre l'autre et il en jaillit une flamme. Donc la métaphore est partie prenante de la poésie. Je vais vous donner un autre exemple. J'aime beaucoup le poète Jules Supervielle, immense poète. Quand il était tout petit, il était revenu en France avec ses parents et ses parents sont morts dans un accident. Et il a été élevé par les frères et sœurs de ses parents, parce que c'était 2 frères qui avaient épousé 2 sœurs. Et il ignorait totalement qu'il n'était pas l'enfant de cette famille. Et c'est vers l'âge de 13 ans peut-être, que des amis sont venus rendre visite à l'oncle et la tante qu'il élevait et qu'il prenait pour ses parents. Et on dit « Ah, c'est lui donc l'enfant de vos frères et sœurs ?» Et donc il a découvert brutalement qu'il n'était pas l'enfant de ses parents. Ça a été pour lui une crise douloureuse et il s'est senti fragile, menacé. Il a toujours cru qu'il mourrait jeune, et en fait, il est mort très très vieux. C'est un poète extrêmement attachant, je vous conseille de lire. Jules de Supervielle, un immense poète. Alors, il a écrit un court poème qui s'appelle « La mer secrète ». Pas la maman, mais la mer, l'océan. Et qui attire notre attention, en fait, soyez attentifs, il attire notre attention sur le fait que nous sommes différents lorsque nous sommes à nous-mêmes, lorsque nous sommes en présence des autres. Et il prend une comparaison. Quand nul
ne la regarde, la mer n'est plus la mer. Elle est ce que nous sommes lorsque nul ne nous voit. Elle a d'autres poissons, d'autres vagues aussi. C'est la mer pour la mer et pour ceux qui en rêvent, comme je fais ici. Je ne sais pas si vous avez déjà observé un enfant, par exemple un enfant de 3 ans, qui joue dans un coin de la pièce et qui se croit tout seul et qui invente un langage et qui joue avec des objets tout à fait indifférents et qui en fait vraiment un monde, qui se raconte des histoires. Il est à lui-même, c'est la mer secrète. Donc, importance des images, importance de la musique aussi. C'est capital la musique. Quand on écrit un poème, on le lit à haute voix. Et en le lisant à haute voix, on perçoit les cacophonies ou au contraire les harmonies. On est très sensible à l'harmonie imitative. Cette musique qui sourd des mots, parce qu'il n'y a pas que le signifié, il y a le signifiant. Il y a tous les sons qui ricochent entre eux. Donc c'est très important de travailler la musique, le rythme. Les images et le rythme, au fond, on retombe dans les correspondances de Charles Baudelaire. Donc ce sur quoi j'insiste, donc, ce sont un peu les fondamentaux de la poésie. Et peut-être qu'à ce stade-là, vous avez envie que j'approfondisse quelque chose, ou je précise quelque chose qui n'a pas été clair. N'hésitez pas à intervenir. Hein. Il n'y a jamais de questions idiotes. Ce qui est idiot, c'est de ne pas en poser. Alors, il y a toujours un premier jet qui est extrêmement spontané. J'écris partout. J'écris aussi bien dans le métro qu'au milieu de la nuit, que tout en cuisinant. Enfin, j'ai toujours un papier sur moi. Je ne me promène jamais. Même, j'ai fait beaucoup de randonnées à cheval. Même à cheval, j'avais toujours un papier sur moi. Donc, il y a quelque chose qui vient, qui est donné. Mais, comme on l'a dit très souvent, il y a 1% d'inspiration et 99% de transpiration. C'est un peu vulgaire de dire ça, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Donc, il y a ce qui est donné, qui est spontané. Mais ensuite, il y a... je laisse reposer un poème. Puis, je le relis, je corrige, je change, je transforme, je laisse reposer. Il y a donc toute une superposition, toutes les strates, si vous voulez. Un poème, finalement, c'est comme un palimpseste. Il porte trace de tout ce qu'il a habité pour arriver à la forme qui n'est jamais définitive. Il n'y a pas de poème qui soit achevé. Je vois bien quand on réédite, par exemple, qu'on publie en anthologie un de mes textes, j'ai toujours envie de changer quelque chose. Ce n'est jamais terminé. Je ne suis jamais contente. C'est très très rare qu'un poème, je me dise, cette fois-ci, c'est juste. On ne cherche pas à faire beau, mais à ce que ça tombe juste, comme on dit d'une robe, qu'elle tombe juste. Qu'est-ce que je répondrais encore à cette question-là? Une année, l'université de Louvain, qui est une des plus anciennes universités d'Europe, après Salamanque et l'une ou l'autre, avait demandé à quelques écrivains de garder pendant une semaine les brouillons du même poème. Donc je me suis obligée à garder les brouillons, ce que je ne fais pas d'ordinaire, et avec l'ordinateur, on a l'habitude de mettre à la poubelle. Mais donc là, j'ai gardé les feuilles. Et alors, lors de la rencontre avec les étudiants, on a pu projeter ces brouillons successifs et faire prendre conscience de la façon dont chacun travaille. Certains travaillent par accroissement, d'autres, comme c'est mon cas, travaillent par dépouillement. Moi, je décape, je supprime tout ce qui n'est pas absolument nécessaire. J'essaie d'aller vraiment à la racine, à ce qui me semble, c'est toujours subjectif, essentiel. Un poète belge qui s'appelle Norge a dit en hiver, c'est la saison où les arbres sont en bois, c'est-à-dire la saison où l'on voit le squelette des arbres, qui n'est pas dissimulé par les feuilles. Eh bien, c'est pareil. Pour moi, j'aime quand un poème rejoint l'essentiel, son squelette, si vous voulez, sans perdre pour autant le côté sensoriel, sensuel. Quand j'avais peut-être, je ne sais pas, j'avais peut-être 30 ans, j'ai rencontré un très bon poète qui m'a dit il ne faut jamais employer de mots abstraits en poésie. Il ne faut jamais dire solitude. Il faut faire entendre son pas, faire sentir son odeur, faire toucher sa peau. Donc, une poésie charnelle. Donc, c'est un peu paradoxal, à la fois une poésie dépouillée, mais qui est une poésie charnelle.
Je vais peut-être vous lire un ou deux poèmes, parce qu'autrement ça reste un peu abstrait. Je vais d'abord vous lire un poème en prose. C'est un poème bref qui appartient à un ensemble intitulé Singulières et pluriels. Et chaque poème porte comme titre un adjectif. Et ici, l'adjectif de titre, c'est radieuse. Et derrière ce mot radieuse, vous pouvez voir passer une femme, vous pouvez voir passer la poésie, vous pouvez voir passer la vie. J'ai tenté de mettre en peu de mots ce qui me semble essentiel dans la dynamique poétique. Radieuse. C'est une fille de haute liesse, à prendre la vie en proue, hisser les heures à vive allure, une femme libre de son essor. Elle rit vrai à la face du jour, et son haleine à la fraîcheur des pointes d'herbe quand frémit l'aube. On tenterait de la retenir, la marge d'une étreinte, d'une page partagée, d'un morceau de pain rompu. Elle, déjà plus loin que le tournant de l'été, on cherche son propre chemin dans le sillage fulgurant. Vous allez me dire, mais la poésie, elle a des thèmes aussi, c'est vrai. Il y a des thèmes qui sont des thèmes constants, sous toutes les latitudes et à toutes les époques. Les poèmes parlent toujours de la vie, de la mort, de l'amour, de la souffrance, toutes les grandes constantes de l'expérience humaine. Et très curieusement, on pourrait dire que tout a été dit, que tout a été écrit, mais en fait, chacun réinvente. Mais c'est la même chose dans l'amour. Il y a des milliards de gens qui se sont aimés, mais chaque couple d'amoureux réinvente l'amour. Donc c'est à la fois extrêmement banal et unique. Le poème, c'est pareil. Je vais vous en lire un autre, qui est peut-être une sorte de déclaration. J'écris pour habiter ma vie, l'apprivoiser, l'ouvrir, l'ancrer, lui offrir la table et le couvert. J'écris, je respire, par intime nécessité, nique au néant, courage, rage et durée, instant plaigné tel un miracle, un souffle à prendre et à reprendre, mots à former, inscrire, lâcher, libres et justes. J'écris pour jouer jeu d'humain, dans la conscience attisée des désastres et des fêtes, me rebeller, héler les outragés. J'écris sur la page vierge de chaque lune. Alors j'entends déjà dans la tête de certains d'entre vous la réaction, mais c'est curieux, il n'y a pas de rime. Si, il y a des rimes internes, il y a une musique interne. J'entends quelqu'un qui tousse. Est-ce que cette personne veut une petite pastille? Parce que j'ai des pastilles pour la gorge. Oui? Parce que c'est tellement... Oui? Je vais te donner... Alors, après cette récréation, je voudrais dire que j'ai beaucoup de respect pour les formes fixes. Je trouve magnifique les sonnets, les ballades, les pantums. Je trouve ça magnifique. Mais on n'écrit plus tout à fait aujourd'hui comme on écrivait au XVIe siècle ou au XIXe siècle. Et donc, la poésie s'est libérée, sous l'influence des symbolistes notamment. Prenez Apollinaire, qui a libéré la poésie de sa ponctuation. Il avait une ponctuation un peu approximative, et quand il a corrigé les épreuves d'alcool, il a carrément supprimé toute la ponctuation. Et c'est vrai que le fait de supprimer la ponctuation permet la polysémie, parce que vous pouvez rapprocher des mots qui seraient séparés s'il y avait des virgules ou des points-virgules. J'ai beaucoup d'admiration pour les... Charles Baudelaire, c'est une de mes grandes admirations, et Dieu sait s'il a écrit des sonnets extraordinaires, ou bien Pierre de Ronsard. Mais jusqu'ici, je n'ai pas encore écrit de poème à forme fixe. Par contre, je suis consciente que je vais de plus en plus vers, par exemple, une série de 5-6-1 ou de 4 quintiles. Spontanément, je vais vers ça. La rime me paraît plus difficile, parce que il me semble que parfois, on se contrefait pour se couler dans une forme trop étroite. Donc, je m'en méfie un petit peu. Bon, à ce point encore, j'attends une question ou l'autre pour réajuster le tir en fonction de vos besoins à vous.
fonction du bac, puisqu'on vous a rappelé qu'il y a un bac à la clé. Il vaudrait mieux que ce soit B-A-C-H que B-A-C, mais voilà. Alors, dites-moi. Alors, tu te souviens qu'au Moyen-Âge, on ne pouvait pas concevoir de paroles sans musique. Tous les poèmes du Moyen-Âge étaient des poèmes chantés. C'est seulement à la fin du Moyen-Âge qu'on a séparé paroles et musique. Donc, au fond, aujourd'hui, on retourne aux origines. Alors, il y a toute cette belle invasion des musiques du monde. Je pense au rap, je pense... Enfin, il y a des formes nouvelles, mais je ne crois pas que ça va détruire. Je pense que ça enrichit. Aujourd'hui, je trouve que paroles et musique ont la part belle. Et c'est vrai que de temps en temps, l'une domine l'autre, mais ça ne m'inquiète en aucune manière. Le propre de ce qui est vivant, c'est d'évoluer. Et oui, je fais pleine confiance au dynamisme poétique et musical. Que tantôt l'un l'emporte sur l'autre, peu importe. Je ne vois pas comment je pourrais réagir autrement. J'aime bien quand mes poèmes sont mis en musique. J'aime bien écrire sur la musique. Très souvent, quand je vais écouter un concert, j'écris pendant le concert, tout en écoutant attentivement. Donc il y a un lien très étroit. J'aime écrire aussi sur des chanteuses, par exemple. J'aime beaucoup Morane, qui a une voix magnifique. Et souvent, j'écris quand j'écoute Morane. C'est à la fois des mots, des musiques et l'école avec ses comptines. Oui, ce sont ces trois choses-là. Et peut-être l'étonnement d'être au monde, le mystère. Je me vois encore dans le grenier à la maison, avec ce sentiment d'avoir sous moi la vie de la maison, avec ses bruits, ses paroles, et d'être isolé, d'être dedans et dehors, avec ce mélange parfois d'anxiété que provoque cette forme de solitude. Puis il y a quand même un événement qui a beaucoup joué dans ma vie, c'est que j'avais 7 ans, un petit frère de 4 ans et une petite sœur de 2 ans, quand nos parents sont morts, très brutalement, en l'espace donc de pratiquement 2 mois et demi. Et c'est un choc très très violent, puisque du jour au lendemain, on ne voit plus son papa et sa maman, on ne voit plus sa maison, parce qu'on déménage, on ne voit plus son école, on ne voit plus les murs de sa ville, les rues de sa ville. Donc je peux dire qu'il n'y avait plus un paysage ni un visage que je connaissais. C'est vraiment un plongeon dans le vide. Alors où on devient fou, où on en sort plus fort. Hein, ce qui ne me tue pas me fortifie. Et mon frère, ma sœur et moi, on a eu de la chance d'être aimés par des membres de notre famille. Nous appartenions à des familles nombreuses. Notre maman était d'une famille de 11 enfants, donc il y avait de quoi. Et nous avons été très aimés. Nous avons eu beaucoup de parents, beaucoup de papas, beaucoup de mamans, mais ça n'oblitère pas la souffrance de cette aventure. Hein. Et je pense que cette blessure, cette brisure, cette faille a provoqué le besoin d'utiliser les mots aussi comme planche de salut. Ce n'est pas le drame de Saint-Prin dans le camp de concentration, mais les mots, j'ai commencé à écrire très très tôt. Dès que j'ai appris à écrire, j'ai écrit. Donc j'avais déjà ce goût des mots. J'étais très étonnée quand l'institutrice a lu en classe un texte que j'avais écrit et que les enfants de ma classe me disent « Oh mais j'aimais bien ce que tu as écrit ». Et je devinais, tout à coup je trouvais que les mots, le texte, c'était comme un ballon qu'on lançait et que les autres vous relançaient. Que c'était à la fois de soi qui allait vers l'autre et qui était un objet indépendant. D'ailleurs dans le mot écriture, si tu écoutes bien les sons, tu entends le « et » de « héler », je t'appelle, ouh, tu es là. Cri, c'est un cri de peine, un cri de joie, un cri de colère, un cri de révolte, un cri de fureur, un cri d'angoisse. Le « tu », on s'adresse à quelqu'un, et le « re » de la réécriture. Je réécris, je refais sans cesse mon poème. Eh bien, l'écriture, c'est comme ça. Et donc, très vite, j'ai découvert le plaisir d'écrire et le plaisir de retravailler mon texte et qu'il rejoigne autrui. Donc tu vois, c'est très complexe. Hein. Ça tient à la fois aux matériaux de la langue, au contexte d'une vie et aux rencontres. J'ai eu de la chance de faire des belles rencontres. Oui, j'en fais toujours. Ce matin, je suis allée dans une classe de 6e. Ben, j'ai été épatée de voir ces gamins et ces gamines qui avaient un sens aigu de la langue. Mais étonnant. Je suis certaine qu'il y a des écrivains dans cette classe. On germe.
en pouce, en promesse. Quelles sont vos autres inspirations? Mes sources d'inspiration? Oui. Je dirais que c'est la vie avant tout. C'est la vie sous toutes ses formes. Je n'ai pas d'exclusion. La vie qui bouge, d'ailleurs pour moi, des verbes comme écrire, dire, lire, vivre, c'est pareil. C'est vraiment le même verbe, sans trait d'union même. Et donc, ce que je vis nourrit mon écriture, ce que je lis, parce qu'il faut beaucoup lire quand on écrit. Parce qu'autrement, on se prend pour le nombril du monde. On croit qu'il y a son écriture qui prime. Tandis que quand on lit tous les poèmes, par exemple, je lis beaucoup les poètes mexicains pour le moment. Et je trouve des choses magnifiques. Je vais vous lire 2-3 vers. Je regrette les choses que j'ai apprises pieds nus sous un tamarinier qui racontait des histoires. C'est de Natalia Toledo, que je ne connais pas, mais dont les poèmes me parlent. Parce que c'est ça qui est... Excusez-moi, je vais prendre un petit peu d'eau. Tu peux me l'ouvrir si tu veux? Il me faudrait une pastille aussi, je crois. Mais comme on m'a appris qu'on ne parlait pas la bouche pleine, je n'oserais quand même pas parler avec une pastille. Alors, pour aller au bout de cette question, donc tout m'inspire, la vie sous toutes ses formes. Et la vie se charge de renouveler sans cesse. Par exemple, bon, je suis à Mexico pour le moment. Dans 15 jours, je serai en Belgique, puis je partirai à Angers, où je vais être marraine du Printemps des Poètes, puis j'irai au Salon du Livre de Paris. Enfin, partout, il y a des rencontres étonnantes. La poésie m'a emmenée dans des tas de lieux auxquels je n'aurais pas pensé. J'ai été en résidence d'écrivain à Rome, par exemple, ou en Lettonie. C'est une belle aventure que l'aventure de l'écriture. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile, il ne faut pas rêver. Un grand poète belge qui s'appelle Henri Beauchot, et je vous conseille de lire, vous allez dire que je suis vraiment chauvine, mais je crois que la Belgique est un pays, une terre de poésie, dit le vitrail travaille la lumière, l'écriture, l'obscurité intérieure. Autrement dit, quand on écrit, on travaille sur ce fond inconscient, subconscient, pour l'amener à la conscience, pour voir plus clair en soi et donc plus clair dans les autres. Un autre poète français, cette fois-ci, Max Jacob, qui est mort à Drancy. Il a été arrêté par la Gestapo, il était juif. Il disait la poésie, c'est quand les mots se rencontrent pour la première fois. C'est magnifique, ça. C'est vraiment l'étonnement du choc des mots qui n'allaient pas spontanément ensemble. Et un autre poète français qui s'appelle René Guicadou. J'ai eu une résidence dans le cercle de René Guicadou, qui était mort, mais sa femme est encore vivante, disait « Mais pour apprendre à écrire, il nous a fallu apprendre à vivre, c'est-à-dire à souffrir et à aimer. » Je pense que la poésie est profondément imprégnée de l'expérience humaine. Comme vous l'avez dit, le chemin de l'écriture est très difficile. Et donc je me demandais comment est-ce que vous avez décidé que c'était votre chemin et comment est-ce que vous avez pu parvenir à être la personne que vous êtes maintenant. Alors, oui, c'est important ce que tu dis parce que moi, je n'ai jamais vécu de l'écriture. Pendant des années, j'ai écrit. La poésie n'est absolument pas rentable. Qui achète des recueils de poèmes? Qui parmi vous achète régulièrement des recueils de poèmes? Comment voulez-vous que les poètes vivent? Les éditeurs de poésie ont tous un autre métier à côté pour pouvoir compenser les déficits souvent. Donc, j'ai toujours choisi de ne pas vivre d'écrire. J'ai toujours eu un métier. J'ai travaillé comme enseignante, comme journaliste, et donc je n'ai pas attendu de gagner ma vie de l'écriture. Surtout avec 5 enfants, je ne sais pas comment j'aurais fait. Donc, ça, c'est exclu ce côté-là. Mais j'entends ton autre question qui est quand avez-vous décidé que l'écriture serait première, serait vitale? Eh bien, je m'en souviens très très bien. J'avais déjà écrit, j'avais déjà publié ici et là, et j'ai suivi un stage d'écriture avec un gars vraiment génial, et c'était un stage d'écriture poétique. Et j'ai été vraiment bousculée par ce stage, et je me vois dans le train qui me ramenait chez moi, me disant « pas un jour sans une ligne ». C'est un vieil adage qui nous vient des latins, mais c'est devenu ma vie. C'est vrai que pas un jour sans une ligne.
De même qu'un sportif s'entraîne tous les jours. Un musicien fait des gammes tous les jours. Ben moi, j'écris tous les jours. Ça ne veut pas dire que ce que j'écris tous les jours est bon, mais j'exerce l'outil de l'écriture. Donc tu vois, il y a eu... J'avais à ce moment-là... quel âge j'avais? Je crois que j'avais 34 ans, quand j'ai décidé que j'écrirais toujours. Vous êtes reconnu dans le monde entier pour votre poésie. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'un nombre incalculable de gens vous lit, de savoir que votre poésie est reconnue, plaît à beaucoup de gens, inspire les personnes? Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir cet impact-là? À tes souhaits. Écoute, d'abord, il faut te dire que c'est toujours très relatif quand tu vois les personnalités people du monde du sport ou du cinéma. Donc, ce qui est du domaine de la littérature et plus particulièrement de la poésie est beaucoup plus discret. Mais moi, ça me plaît, la discrétion. Ensuite, ce n'est pas du tout une question de vanité, tu vois, absolument pas. C'est simplement de se dire, tiens, peut-être que de temps en temps, j'ai trouvé les mots pour le dire et que certaines personnes qui estiment qu'elles n'ont pas les mots pour le dire sont heureuses de trouver ces mots. C'est ce qui me fait le plus plaisir quand quelqu'un me dit « Oh, ce que vous avez écrit, j'aurais voulu l'écrire. » Pas dans le sens de la jalousie, mais dans le sens de « c'était ça que je voulais exprimer ». Alors, c'est très bon les moments où on rencontre des poètes d'autres pays. Je ne sais pas si vous savez qu'au Québec, il y a chaque année, au mois d'octobre, pendant 10 jours, un festival international de poésie où viennent plus de 30 000 personnes et où il y a des poètes qui viennent de plus de 30 pays différents. C'est très original parce qu'il y a un livret qui est publié et où on annonce que, par exemple, à 8 heures, moi je serai par exemple dans une classe. À 10 heures, je serai dans une maison de retraite. À midi, je serai dans un restaurant. Et tous les quarts d'heure, je dirai un poème. On arrête de manger, on écoute un poème et puis on continue de manger. À 4 heures, dans une salle d'exposition de peinture. Et à minuit, dans une discothèque. Et donc, chaque poète a un viatique, si vous voulez, un ordre de marche. Et on est par escouade. J'étais par exemple avec un poète colombien, un poète norvégien. Et alors, on va par petits groupes comme ça. Et les gens qui aiment votre poésie vous suivent. Mais c'est une aventure extraordinaire. Et après, on retrouve, c'est comme une famille, on retrouve des gens dans d'autres pays. Donc c'est pas du tout une question de vanité, c'est le sentiment de faire quelque chose, comme faire un enfant, comme faire un poème, et que, de même que tes enfants vont vivre leur vie, rencontrer d'autres personnes, les poèmes vont rencontrer d'autres personnes, et qu'il y a une espèce d'immense famille poétique qui s'entend. Donc, tu vois, ce n'est pas du tout de l'ordre de la popularité superficielle, mais plutôt de rejoindre la vie à sa source. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais tu comprends ce que je veux dire. Hein. Donc, mon Dieu, tant mieux si les livres circulent, mais dans les trains, dans les métros, c'est très étrange. Et le courrier, c'est incroyable le nombre de gens qui écrivent à partir d'un poème. Et j'aime bien quand un poème en suscite d'autres, si vous voulez, que ça donne confiance à d'autres. Ça, c'est pour moi un travail important. C'est de révéler à des gens qui se croient incapables d'écrire leur possibilité d'écrire et leur découverte émerveillée de leurs dons. Ça fait partie de la fécondité du poème. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous fâcher avec la poésie, d'en avoir marre de l'écriture? Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, j'aime bien ta question. Ah oui, il m'arrive d'être très très en colère. En fait, je fais partie de plusieurs jurys littéraires, et notamment de jurys poétiques. Et vraiment, parfois, c'est pas possible. Il y a des gens qui sont tellement narcissiques, tellement suffisants. Je me dis, oh non, je ne veux plus entendre parler de poésie. Et pendant quelques jours, je ne peux plus supporter. Donc oui, il y a des réactions épidermiques, mais c'est épidermique. Ça veut dire qu'après, j'y reviens comme... je ne peux pas m'empêcher d'y revenir. Mais c'est vrai, il y a cet agacement, cette irritation, mais même nos propres enfants, il y a des jours où on en a marre, comme les enfants en ont marre de leurs parents. C'est très sain, ça. Ce serait mauvais que ce soit la mère étale. Est-ce que vous pensez que l'amour est un des facteurs les plus importants pour l'aspiration? Bien sûr, l'amour, c'est essentiel pour, comme
tremplin, et l'amour sous toutes ses formes. Hein. On n'a pas à le limiter à une forme d'amour, c'est sûr ça. Écrire comme aimer, oui. Est-ce que vous avez lu le livre que M. Jiménez a écrit sur vous? Et si oui, est-ce que ça vous a plu? Ah, mais c'est toute une aventure. Je vais vous raconter. Je vais vous raconter comment c'est né. Tu leur as raconté comment c'était né? Non? Ah bon. Alors, il se fait que j'avais été invitée à donner une conférence à beaucoup de directeurs d'école hein, dans un lieu prestigieux, une splendide abbaye, vraiment impressionnant. Je veux dire que quand j'ai commencé à parler, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais y arriver? Enfin, toujours est-il qu'il était dans la salle. Et ensuite, tu m'as demandé d'aller dans ta faculté à Perpignan parler aux étudiants de ton cours. Hein, c'est comme ça. Et alors, après cela, où est-ce qu'on s'est rencontrés? À Delteil, c'est ça. Une de nos grandes admirations communes, c'est un écrivain qui s'appelle Joseph Delteil, qui a écrit la Delteillerie notamment, qui est un grand vivant, un homme croustillant, qui a une écriture profondément originale, charnelle, très très belle écriture. Donc, il y avait eu un très beau colloque et j'avais été invitée à y participer. Et donc, vous voyez, de rencontre en rencontre, notre amitié s'est approfondie. Et puis, un jour, il m'a dit qu'il avait l'intention d'écrire à propos de ce que j'écrivais. J'étais touchée, émue, un peu incrédule quand même qu'un homme aussi jeune puisse tout à coup s'intéresser à ce que j'avais écrit. Quand même, j'étais assez émerveillée. Et je me disais, mais il ne va jamais arriver à réaliser ce projet. Et c'est un homme extrêmement déterminé qui va jusqu'au bout de ses projets. Et donc, j'ai vu éclore ce livre avec beaucoup de reconnaissance. Et au mois de novembre, il y a eu à l'Université d'Angers une belle journée qui a été organisée par une professeure, Anne Proutot, et par toi aussi, et où sont intervenues beaucoup de personnes, et qui avait au fond comme base ce travail que tu as réalisé. Donc, vous voyez, je suis très émerveillée. Et comme toujours, c'est Paul Valéry qui disait ça, mes vers ont le sens qu'on leur prête. Autrement dit, ce qu'on écrit est comme un potentiel. Et tous les lecteurs apportent leur lecture. Et donc, j'ai découvert aussi, à travers ce qu'il a écrit, des choses que j'avais dites sans le savoir. Donc, vous voyez, j'éprouve beaucoup de reconnaissance à l'égard de Mathieu Jiménez. Voilà.